Bienvenue dans Quête de sens, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Ludivine Kazili qui nous explique comment avoir l'audace d'être libre, surtout quand on a une certaine différence. Elle nous explique tout maintenant. Ma vie a changé le jour où j'ai compris que j'étais haut potentiel. Avant la découverte du haut potentiel, je me suis toujours sentie en décalage. J'avais l'impression d'être nulle, j'avais l'impression que je comprenais rien à rien, j'avais l'impression que j'étais débile. Et j'ai passé beaucoup d'années à me poser des questions par rapport à ça, en essayant de glisser un peu entre les lignes et de me faire une place et de trouver une place que je ne trouvais jamais, puisque j'étais pas du tout calée comme il fallait. Le jour où j'ai découvert mon haut potentiel, le jour où j'ai découvert mon mode de fonctionnement, avec des thérapies, avec des coachs, avec des formations, ma façon de vivre a totalement changé, ma façon d'adapter qui je suis dans le monde a totalement changé parce que j'ai arrêté de vouloir trouver une place et j'ai créé la mienne. Et ça a tout changé à ma vie. Je suis Ludivine Kazili, je suis coach, je suis thérapeute, je donne également des cours de danse et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'audace d'être libre, qui va vraiment nous permettre de trouver notre place et de prendre notre place plus que d'aller la trouver et d'arrêter de la chercher et de la créer exactement comme on en a envie. Ludivine, il était une fois, puisque tous les contes de fées commencent par il était une fois, Ludivina, comme dirait ton grand-père, comme disait ton grand-père, dont tu nous parles dans ton livre, une femme qui a eu un jour le besoin de mettre son histoire sur papier pour nous permettre d'écrire plus facilement la nôtre, ce qui est quand même très joli et très sympa de ta part, d'autant plus que c'est vrai qu'un jour tu as appris que tu étais HP, tel un zèbre capable de trouver du gris au milieu du noir et du blanc. Et tu nous partages donc ton histoire avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'authenticité. Tu parles aussi de sujets assez rudes. On va en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, être au potentiel, c'est quelque chose que tu as découvert sur le tard, alors que tu avais quand même beaucoup de facettes très, très différentes. Ça aurait pu te mettre sur la voie et finalement, non. Ça fait quoi d'être au potentiel? Raconte-moi un peu, c'est quoi être dans la peau d'une HP, qui est quand même le sujet d'une série très bien connue sur TF1 et qui est un sujet où on se dit waouh, quand on est HP, on est forcément hyper intelligent, etc. Et t'expliques bien dans ton livre qu'il y a plein de nuances sur ce sujet. Oui, en fait, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est d'expliquer que HP, c'est un terme qu'on utilise, mais qui au fond ne veut pas dire grand-chose. Ce terme, il parle d'un test qui a été créé, qui existe évidemment, qui est le test officiel, et on associe toujours le HP à être plus intelligent que les autres. Et moi, il me tenait vraiment à cœur d'expliquer qu'être HP, c'est pas être plus intelligent que les autres, c'est juste avoir un cerveau qui fonctionne différemment. Et on peut être HP très heureux et HP très malheureux. Il s'avère que chez les femmes, et c'est aussi pour ça, c'est aussi le sujet du livre, on a une capacité, une tendance à s'adapter beaucoup plus à son environnement quand on est une petite fille et à rester dans cette adaptation, voire à la amplifier. Et du coup, on ne sait pas trop comment on fonctionne. Et puis un jour, on se rend compte qu'en fait, non seulement ce qu'on pensait de nous, c'est pas vrai, mais que le cerveau fonctionne totalement différemment de ce qu'on pensait quand on se pensait nul, quand on se croyait débile, quand on croit que ce qu'on fait, quand on se croit en décalage sur tout le temps. C'est de se rendre compte, c'est pas ça, c'est juste qu'on fonctionne différemment. Et peut-être que c'est aussi se dire que de manière très égotique, c'est aussi arrêter de croire que les autres fonctionnent comme nous. C'est aussi peut-être, tu vois, de se dire, en fait, ça va, quoi. Il faut arrêter de se dire, mais je comprends pas les autres ne me comprennent pas. Et se dire, c'est normal, c'est pas très grave non plus, quoi. Donc c'est aussi se libérer de ça. Et se dire, voilà, parfois j'ai des trucs qui sont décalés, mais c'est pas très grave. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est de dire que dans le HP, on a aussi ce cerveau qui tourne tout le temps à plein régime, qui épuise aussi. Il y a des HP très heureux et c'est super, il y en a qui sont moins heureux, mais comme dans tout. Et c'est de se dire, c'est pas que quelque chose de chouette, parce que souvent, enfin, dans le sens, c'est pas être plus intelligent, dans le sens, je vais faire des grandes choses. Parce que parfois on se pose des questions qui n'ont aucun sens. Une des dernières en date, c'était comment je pourrais farcir des haricots verts. Et tu te dis, mais en fait, tu vois, passer des heures à essayer de trouver une réponse à cette question, c'est quand même pas super. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Je pourrais passer du temps à faire autre chose. Donc c'est aussi ça, tu vois. C'est une quête de sens de tout, même pour les haricots verts. Les haricots verts peuvent avoir leur place dans notre tête.
C'est hyper important. Et en fait, c'est pas du tout une moquerie parce que je vois exactement de quoi tu parles. Je sais pas de tâche HP, mais je vois exactement de quoi tu parles. Ouais. En soi, c'est une force pour moi. À partir du moment où on sait qu'il y a quelque chose de différent chez nous qui explique plein de choses, je crois. Mais quand on le sait pas, je pense que là, c'est une vraie faiblesse. Je pense que tout est force à partir du moment où on sait comment on fonctionne, HP ou Oui, pas HP. Moi, je prends toujours l'exemple de la machine à laver qui est bête et pas. Mais je me dis toujours, moi, je lis pas les modes d'emploi. Tu vois, donc j'achète une machine à laver, je fais tourner mon linge dedans, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me rends compte qu'en fait, il y a un autre bouton et je me mets à lire le mode d'emploi et à comprendre que elle peut aussi laver la laine, qu'elle peut aussi laver la soie et que ça va éviter d'abîmer tout ça. Et pour nous, c'est pareil, on ne sait pas comment on fonctionne. Donc en fait, on n'utilise qu'un minimum de notre potentiel. Et le jour où on se met à comprendre et à se questionner sur comment on fonctionne, on se dit, mais en fait, j'ai vachement plus de capacité que je ne l'imagine. J'ai beaucoup plus de potentiel que je ne l'imagine. À part que j'avais pas lu mon mode d'emploi, comme la machine à laver. Donc je fonctionne avec mon programme à 30 coton et je ne vois pas toutes les nuances que j'ai. Et ça, c'est dommage en fait. Mais parce qu'on ne nous apprend pas à nous connaître à l'école. mais c'est génial parce que toi, tu es révélatrice du coup de potentiel et donc de haut potentiel. Ça a vraiment du sens d'ailleurs, ce travail que tu exerces aujourd'hui. On en reparlera un petit peu plus tard. Là, on va revenir d'abord à la danse parce que c'est quand même le fil rouge de ta vie, la danse. Alors que tu as eu des sacrés problèmes de santé au niveau du dos, tu as été carrément arrêté, voilà, on t'a dit d'arrêter de danser et tout. Est-ce que c'est pas ça aussi, à un moment donné, être libre, c'est pouvoir dire non quand on nous dit que c'est pas possible, dire non parce qu'on veut absolument réaliser ses rêves et on fera tout pour le faire, quoi qu'il advienne. Est-ce que ça fait pas un petit peu partie aussi de la liberté, ça? Si, carrément. Je pense que moi, je le conscientisais pas comme ça à l'époque. Aujourd'hui, totalement. Aujourd'hui, je peux, si je le conscientise, oui, évidemment que c'est la liberté à fond. Mais à ce moment-là, c'était plus un instinct de survie. C'était plus, il faut que je trouve comment survivre. Ce que je ne savais pas, c'est que le rapport au corps est hyper important quand on veut survivre, hein, de connaître son corps, de pouvoir être en contact et en lien avec son corps. Donc, dans cet élan de vie, dans cet instinct de survie et de me reconnecter à mon propre corps qui avait été abîmé, moi j'ai trouvé la danse qui a été effectivement mon moyen pas de le conscientiser à ce moment-là, mais de pouvoir trouver un lien avec qui j'étais et de pouvoir dépasser tout ce qui semblait être indépassable par, par tout ce qu'on me disait. Justement, hein, tu parles du corps, et là c'est une excellente transition, puisque ton corps a été mené à rude épreuve, que ce soit avec les problèmes de santé, mais finalement qui font un petit peu écho aussi à l'inceste que tu as vécu, que tu racontes dans ton livre, et c'est très très courageux, alors que cet inceste a été au départ sous silence, hein, grâce à ce fameux mécanisme de défense qu'on appelle le déni, qui nous protège du coup de l'information. Et puis ça arrive souvent qu'à un moment donné, l'information revienne, et puis là, tout d'un coup, voilà, ça ressort. Comment est-ce que tu as fait justement pour te réconcilier avec ton corps après avoir vécu des actes aussi abjects que ceux-là? Je pense que vraiment la danse a été ma solution, ma sauveuse, parce que petit à petit, j'ai pu réintégrer en fait que mon corps n'était pas un objet, que mon corps n'était pas utilisable à souhait et que mon corps était pour moi mon meilleur allié. Et qu'en dansant avec la musique, alors moi j'ai beaucoup pratiqué la danse de société notamment, puisque pour le coup, la danse classique très rapidement me remettait dans un contexte comment dire, pas de viol évidemment, De mais mouvement, oui, je vois très bien ce que tu dis. ouais, c'est dans la danse Des classique, mouvements, ouais, trop structuré, trop enfermant pour moi. ouais. Et moi, ce dont j'avais besoin, c'était vraiment de me libérer. J'avais besoin de retrouver mon corps dans des sensations très différentes. Donc, sans m'en rendre compte, je me suis mis tout de suite très tôt à la danse de société, la danse de couple, qui me permettait en fait de tester plein de choses différentes, parce que quand on danse la salsa, c'est pas comme quand on danse la valse, c'est pas comme quand on danse le swing. Bref, et qui plus tard j'ai pu aussi le justifier parce que ça me permettait de me mettre dans des univers très différents. Quand je danse le tango argentin, je suis pas dans la même énergie que quand je vais danser le swing. Donc tout ça, ça s'est aussi dessiné, mais de manière assez naturelle, et j'ai pu mettre un mot après. Mais la danse a été vraiment pour moi révélatrice de ce lien que j'ai fait avec mon corps très tôt.
Oui, parce que finalement, quand on vit des traumatismes, ce qui est le cas, hein, quand on vit l'inceste, ça ne peut pas être autre chose qu'un traumatisme pour le coup, même si on l'enfuit, c'est un traumatisme, en l'occurrence là d'enfant en plus, on se dissocie de son corps. Oui, Et c'est oui, oui. finalement en se réassociant à son corps, à ses propres ressentis, etc., qu'on guérit. Oui, bah, en tous les cas, c'est indispensable. C'est vraiment de se dire, je ne peux pas me regarder de l'extérieur en permanence et pour pouvoir avancer, effectivement, il faut se réassocier, il faut revenir à soi. Et c'est aussi une façon de réaliser qu'on n'est pas coupable, en fait, hein, que ce n'est pas à nous de porter la honte, que ce n'est pas à nous de porter tout ça et de réaliser qu'on n'est pas sale, que ce qu'on a vécu est une part de notre chemin, mais que ça n'est pas nous. On ne peut pas s'associer au traumatisme. C'est vraiment se prendre cette distance-là en se disant, ben voilà, qui je suis moi quand je ne suis pas dans ce traumatisme-là. Exactement. On ne se définit pas par l'acte, Non. tout comme on ne se définit pas par une maladie. Voilà, on va plutôt dire le cancer plutôt que mon cancer. Des choses comme ça, c'est hyper important effectivement de laisser ça à sa juste place. C'est aussi important de se dire, mais en fait, pour pouvoir avancer, j'ai aussi besoin de mettre de la distance. C'est-à-dire que si je reste dans cette idée du traumatisme et que je tourne avec le traumatisme en ne parlant que de ça, en évoluant qu'avec ça, je ne peux pas, je ne peux pas en fait avancer parce que je me crée moi-même un autre traumatisme qui est je suis le traumatisme et du coup bah, je ne peux plus avancer, je m'auto-bloque. C'est ça, il y a une identification à la souffrance. Or, ce qu'on veut, c'est se défaire de la souffrance. Pour ça, on la met à distance et on reprend les rênes de son histoire. Alors, on va parler maintenant de l'adolescence, qui est une période un petit peu difficile pour tout le monde, mais quand on est HP, encore plus, parce qu'on se sent encore plus différent, encore plus en décalage. Comment t'as fait pour survivre à l'adolescence alors que dans un groupe, tu trouvais jamais ta place? Bah, je ne l'ai pas trouvé. Mais t'as survécu. En fait, c'est pas compliqué, j'ai pas trouvé. Je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont mêlées à l'adolescence. Il y a eu effectivement ce HP que je ne savais pas et sur lequel enfin, je ne me questionnais même pas. Il y avait encore des gros problèmes de santé où là, on était obligés, enfin, mes parents focusaient là-dessus et ils avaient raison. Donc, du coup, moi, j'étais aussi focusée là-dessus. Donc, tout ce que je vivais mal dans mon adolescence, pour moi, l'histoire en était ces problèmes de santé et voilà, je me posais pas trop d'autres questions et j'essayais de naviguer entre ce corset que je portais, les groupes dans lesquels je n'étais jamais inclus, le sport dans lequel je n'étais jamais inclus puisque de toute façon je ne pouvais pas en faire. Donc après c'est toujours, je pense, un peu de, tu vois, de survie et puis quelques personnes qui étaient là aussi pour moi, des amis très proches. Mais voilà, c'était, on navigue un peu à vue quoi. Puis ça va passer. Ouais. Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Après, ce qui est bien, et tu le racontes hein, dans ton livre, c'est que tu as aussi appris à te regarder avec bienveillance au fil Oui, du c'est temps. ça. Ouais. Tu as fait effectivement de jolies rencontres, et ça c'est vrai que dans la vie, des fois, voilà, il y a des personnes qui arrivent sur notre route exactement au bon moment à la bonne place, et ça nous libère quelque part. Et donc là, tu as commencé à écrire ton histoire différemment. Plutôt que de la subir, tu es devenue un peu ce qu'on appelle actrice ou réalisatrice de ta vie. Et là, on pourrait peut-être même chanter Je marche seule, ta chanson préférée de Goldman. Tu peux faire la suite si tu veux. On a des difficultés avec le temps, donc je vais peut-être pas en rajouter. Ok. On ne veut pas qu'on dise que je suis responsable de l'été, qui ne s'installe pas. Qui n'arrive pas. Hein. Peut-être ça ramènera le soleil au final. Ou pas, ou pas. Alors du coup, si tu devais donner une astuce aux personnes qui se sentent complètement en décalage et qui effectivement se sentent seules, pour finalement, bah, au lieu de subir le fait de se sentir seule, bah, en faire une force de cette différence et de cette solitude-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais, on est toujours en décalage de quelqu'un, en fait, c'est pas grave. C'est toujours la question de se dire, mais par rapport à qui et par rapport à quoi et pourquoi je ne veux pas être en décalage. Et ça veut dire quoi être en décalage? Au fond, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si on se regarde, enfin si on se questionne au regard de l'humanité, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est très égotique de se dire je veux ressembler à un tel, je veux ressembler à un tel, je veux être aimé par tout le monde, parce qu'en fait la conclusion elle est là, ce qu'on dit c'est j'aimerais être aimé par tout le monde, mais qui est aimé par tout le monde? Moi je dis toujours, tu prends Van Gogh, tu prends Clint, ils ne sont pas aimés par tout le monde et pourtant ils sont quand même globalement assez reconnus dans le monde. Donc l'idée c'est de se dire je me sens en décalage, ben c'est pas très grave en fait. L'idée ça va être de comprendre comment je fonctionne
pour après vivre bien ce décalage, parce que ça ne nous empêche pas de nous intégrer dans la société, ça ne nous empêche pas d'être heureux, et de se dire, en fait, avec qui je vais fonctionner correctement, et c'est choisir ses combats, choisir les gens qui nous sont proches, choisir les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, et choisir les gens qui ont le même humour que nous, ça c'est un sujet quand même, l'humour, et de se dire, ok, en fait, les autres, c'est pas possible, donc c'est pas grave en fait, il n'y a pas Tout va bien. y a pas de sujet. Ouais. Et donc, dans ton livre, du coup, tu nous racontes, tu as commencé t'es devenu prof de danse, envers et contre tout, c'était pas évident, puis tu racontes la Covid, etc. Tu vas en Corse, et puis tu reviens de Corse, tu reviens aux sources et tout. Et là, en fait, l'activité que tu as à ce moment-là, tu es en burn-out total. Donc, tu vis le fameux burn-out, qui est un phénomène assez répandu. C'est une manière pour notre psychisme, finalement, de ne pas décompenser par une maladie, mais de décompenser autrement en disant « Et là, attention, stop, maintenant, il y a un problème, tu es à côté de la plaque, tu es à côté de ta mission de vie, et je te le fais vivre par de multiples symptômes, la fatigue, le fait de ne plus trouver de sens à rien, parce que pour moi, le burn-out, c'est le mal de la perte de sens. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'est arrivé, je me suis retrouvée un jour au travail, j'étais dans une réunion, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Et je me souviens même avoir dit à ma psy, si je retourne à ce travail, je vais mourir. Donc c'est carrément ce qui est ressorti à ma conscience. Et en fait, quand on vient à burn-out, on est obligé de revoir sa vie complètement. Si tu devais en parler en quelques mots et donner aussi des conseils pour en sortir, qu'est-ce que tu dirais, Ludivine? Déjà, d'accepter l'idée de prendre le temps, d'accepter l'idée de s'arrêter vraiment, mais de se dire, ok, ça me fait flipper de ne plus avoir d'activité, parce que c'est souvent lié aussi à des cerveaux qui ont besoin d'être remplis tout le temps d'activité, de saturer le cerveau. Et je crois que le burn-out, ce qui nous mène à dire, c'est vraiment, ok, maintenant c'est un stop complet, donc tu appuies sur stop, tu t'arrêtes, et tu reposes un petit peu les choses d'une autre façon. Et c'est pas grave de s'arrêter totalement, et c'est pas grave d'avoir peur, et c'est pas grave de vivre des émotions inconfortables. Ce que vient de dire le burn-out, c'est vraiment de se re-questionner différemment et d'arrêter de se suradapter, parce que souvent aussi le burn-out, quand on en arrive là, c'est qu'on a passé des années à se suradapter à tout le monde pour dire je vais pas décevoir, je voudrais pas déplaire, je voudrais pas ne pas être aimé, il faut que je fasse correctement pour la famille, correctement pour mon patron, correctement pour mon mec ou ma nana, correctement pour mes amis. Et au bout d'un moment, le cerveau il explose parce que c'est une surcharge. C'est comme si tu branchais tous les appareils électriques en même temps. Et du coup, le burn-out, c'est vraiment se dire, ok, je reviens à qui je suis. Encore une fois, ce qu'on se disait tout à l'heure, je cherche à comprendre comment je fonctionne. Je cherche à comprendre ce que je ne peux pas supporter, ce qui est totalement rédhibitoire pour moi. Et je vais aller poser mes besoins, je vais aller poser mes limites, je vais apprendre à dire non et je vais apprendre à me respecter en dehors du diktat de la société, de la famille, de tout ce qu'on peut nous imposer. Et tout ce qu'on peut s'auto-imposer aussi, parce qu'il y a aussi l'autocharge mentale. Généralement, quand on vient à burn-out, c'est qu'on a tendance à être en surcharge mentale naturellement parce qu'on veut trop en faire, trop bien faire. On pense trop à l'autre et pas à soi. C'est ça. Donc oui, c'est revenir aussi à soi-même et s'autoriser à un moment donné de ne pas être non plus la superwoman qu'on aimerait être pour les autres. Oui, puis ça sert à rien d'être une superwoman, une fois que tu as... Non. Faut être juste OK avec soi et en paix. Et je pense que si tout le monde était comme ça, le monde irait beaucoup mieux. Je pense aussi, mais bon, c'est un grand sujet. C'est ça. Autre grand sujet de société, l'amour. Oh, tiens, tu m'étonnes. L'amour. Alors là, Ludivine, ça a été chaud, l'amour, pour toi. Ça a été chaud, ouais. Ouais. Tu nous racontes tout, comment tu vis les difficultés. Quasiment. Tu as eu quand même un super long mariage avec le mari qui n'était pas fait pour toi, si je peux. Oui. On n'était pas fait l'un pour l'autre en tous les cas. Mais c'est toujours pareil. Il faut aussi se dire que c'est une relation, on est à deux dedans. Donc, oui, on le choisit. Voilà. Consciemment ou inconsciemment, c'est important de se dire je choisis de rester, je choisis d'en sortir. Mais après, de se dire. Ok, je peux passer des années à critiquer, à insulter, à dire que c'est un sombre crétin, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma vie si je ne me demande pas pourquoi je suis allée dans cette relation-là.
Et pourquoi j'ai Exact. accepté ça si longtemps? Et ça, c'est hyper important parce que moi, je travaille beaucoup avec les femmes qui sont dans des relations toxiques et je leur dis toujours, mais je sais ce que vous avez, ce que vous vivez parce que je l'ai vécu, mais arrêter de parler de l'autre et de se dire pourquoi je suis allée dans cette relation-là, ça ne nous enlève pas notre statut de victime, mais ça nous permet d'avancer. Or, ce qui est important, c'est vraiment de Ouais. se reconstruire. C'est pas de savoir pourquoi l'autre est comme ça et de le critiquer jusqu'à la fin de notre vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu parles bien du coup de ce qu'est la violence psychologique. Tu l'as vécu d'une certaine manière. Après, il y a toujours des échelons évidemment à la violence. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le violentomètre. C'est très intéressant de savoir qu'il y a des choses qu'on pourrait penser, parce que c'est familier, ne pas être de la violence, alors que ça en est déjà. Exemple, la manipulation, exemple, aller dans nos affaires personnelles alors que en fait c'est notre vie privée. Des choses comme ça sont sur le violentomètre. Je vous le mets juste là. Ainsi, vous pouvez quand même le regarder, parce que c'est vrai que le jour où j'ai découvert ça, j'étais un peu sur le cul, hein. Voilà. Oui, oui, on en parle, on commence à en parler aujourd'hui. On parle du contrôle coercitif. Tu parles du violentomètre qui est de Sarah Barouk, hein, dont je fais partie de l'association puisque je suis référente de Sarah. Et Incroyable. oui, 125 et après, évidemment. Et, et oui, ce violentomètre, c'est hyper important de se dire, en fait, la violence, ça commence pas avec les coups. La violence, ça commence avec, à partir du moment où on respecte pas qui tu es. Donc, ça commence avec les mots. Ça, que tu parlais de SMS, tu parlais d'aller dans les affaires personnelles. Oui, ça commence sur des choses qui peuvent paraître anodines au départ, mais qui en sont. La violence psychologique, c'est important. Et regardez aussi sur le contrôle coercitif, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Comment commence le contrôle coercitif, hein, comment l'autre commence à prendre possession de qui tu es. C'est important d'en avoir conscience. Alors après, il ne faut pas tomber non plus dans les extrêmes, mais c'est important d'avoir conscience que non, en fait, ça ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Oui, et ça, bah, après, t'en parlais bien tout à l'heure, alors on pourrait en faire une interview d'une heure de ce sujet-là, mais il y a vraiment des choses qui nous sont familières, on ne nous a pas appris que c'était pas exactement comme ça que ça devait se passer dans la vie, et c'est aussi pour ça qu'on va chercher un partenaire, et vice-versa, hein, c'est pas que les hommes ou que les femmes, mais qui va venir faire miroir à ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi des femmes qui vont aussi rester avec des hommes qui les battent, par exemple, parce que pour elles, en fait, être tapé, c'est normal. C'est pour ça que c'est hyper important, effectivement, de prendre conscience au fur et à mesure quand même de ce qui est tolérable, de ce qui l'est pas, pour rester ou pas dans la relation. À nouveau, c'est un choix qu'on fait et tout est parfait. Tout ce qu'on vit, on le vit parce qu'on doit le vivre au moment présent en tout cas. C'est ça. Et c'est aussi important de se dire, en fait, qu'est-ce qui pour moi est tolérable, qu'est-ce qui pour moi ne l'est pas, et ça reparle de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire où est-ce que je mets ma limite, où est-ce que je mets le non, tu vois, et c'est important, je pense, avant de rentrer en relation, de se dire quelles sont mes limites. Tant qu'on ne se donne pas assez de valeur, tant qu'on ne se considère pas assez, automatiquement on va attendre que l'autre nous considère, donc on va être prête à accepter des tas de choses en se disant mais ça c'est non en fait. Parce qu'on a tellement peur de se retrouver seul, parce qu'on a Oui, tellement peur de ne pas être aimé, parce qu'on a tellement peur d'être abandonné que on va se dire non mais là le pauvre ça c'est normal, oui mais non parce que de toute façon sinon je serais toute seule. Alors que c'est oui, tout l'inverse qui se passe, qu'à partir du moment où on dit là moi je ne suis pas d'accord, et ça, c'est une notion de respect qui est pas négociable. Eh bien, tu attires à toi forcément des gens qui ne sont plus dans cette dynamique-là, puisque les autres, tu vas être capable de leur dire non. c'est ça. Et donc là, tu montes au niveau de tes énergies, tu rencontres des nouvelles personnes. C'est comme ça que tu as matérialisé ton homme actuel Complètement. d'ailleurs. Jusqu'à Mais sa tout à taille, je crois, et la couleur de ses yeux. Quand fait. tu Oui, t'es alors mise ça, à le c'était visualiser, le décrire, un exercice qu'on fait forcément en love coaching, de la vision. Et ça a marché. Mais c'est hyper marrant parce que quand ma copine m'a dit de faire ça, évidemment, je la croyais pas une seule seconde. Je me suis dit, mais elle délire à plein tube. Alors, elle m'a demandé d'écrire la liste du mec idéal. Pas parfait, hein, idéal, celui avec qui j'aimerais vivre. Donc, effectivement, j'ai fait ça. Et comme je trouvais ça tellement ridicule comme exercice, à la fin, j'ai mis, je veux qu'il fasse 1m84 et qu'il ait les yeux bleus. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un m'a entendu, puis on me l'a envoyé, quoi. C'est Ouais. génial. Donc, c'est ça qui est beau, je trouve, dans ton livre. On va pas tout spoiler non plus, mais en tout cas, c'est que la finalité, c'est que plus tu apprends à te connaître, plus tu Oui. chemines avec toi-même dans la bienveillance, et plus tu as les personnes, les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place, parce que tu apprends aussi à te défaire de ce qui ne te correspond plus.
C'est ça. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'après tu vas changer ce que tu vas dégager en énergie, tu vas changer ce que toi tu t'inspires à toi et ce que tu inspires aux autres, et forcément tu vas mettre des barrières, tu vas mettre des limites et tu vas dire là oui, mais là non. C'est Et quand ça. tu commences à dire là non, bah forcément il y a des gens qui vont quitter le navire, Partir. mais c'est pas grave puisque de toute façon tu te rends compte que ces gens-là finalement ils te prennent plus d'énergie qu'ils ne t'en donnent et que la vie c'est d'arriver à équilibrer les énergies avec les gens que tu rencontres, Ouais. avec et c'est pas de se faire pomper son énergie par les autres par peur de pas être aimé et du coup par Ouais. peur de laisser tomber quoi. Et j'ai envie de dire à toi là qui nous regarde, qui a peut-être peur d'être seul et qui reste peut-être dans des relations qui font mal juste par peur du vide, en fait ça n'existe pas. La nature a horreur du vide. Et donc forcément du moment où tu as le courage de dire non et de dire stop, comme tu le dis bien, Ludivine, il y a forcément d'autres personnes qui arrivent et je t'assure, c'est du vécu, tu l'as vécu aussi Ludivine, tout le monde Bien sûr. parle de ça. Les choses qui partent, ça revient. C'est comme les portes qui se ferment, d'autres s'ouvrent forcément. Tout est une question de choix dans la vie et de positionnement. Et puis d'apprendre d'apprendre à être seul en fait, d'apprendre le bonheur que c'est d'être Aussi. seul. Enfin moi je suis très heureuse en couple, mais je suis aussi très heureuse de partir en vacances toute seule de temps en temps parce que c'est génial quoi de se dire passer du temps avec soi sans obligation, sans contrainte, sans contrainte horaire, sans contrainte d'organisation. Enfin, et c'est aussi un moment de redescente pour le coup en énergie et de se poser des questions différemment et de se dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, de rencontrer d'autres gens qu'on rencontre pas forcément quand on est en couple et qu'on part quelque part. Et Oui, après de le partager dans le couple aussi. Enfin, moi je trouve ça juste fascinant et génial. Comme moi j'ai rencontré des gens en voyage quand je partais seule, enfin, quand je pars seule, j'ai présenté à mon chéri et puis voilà. Et c'est, je trouve ça génial. oui. On est trois dans la relation. Il y a l'un, l'autre, et puis il y a le couple. Donc on ne peut pas faire indifféremment les uns des autres. Tout à fait. Il y a moi, l'autre, le monde, et il faut avoir confiance en sa capacité à être en connexion à l'autre et au monde. Autrement, quand on décide de changer un peu certaines cartes, ça va bien se passer. C'est un cap qui n'est pas facile, mais ça se passe bien. Tu dis d'ailleurs, pour le changement, hein, tu dis, ce n'est pas à l'autre que je vais demander de changer, je peux le faire, mais c'est peine perdue. En revanche, je constate que si moi je bouge, si je fais ne serait-ce qu'un pas sur le côté, si je commence à me donner de la crédibilité et à aborder les situations différemment, alors l'autre va bouger, pas forcément changer, mais bouger. C'est le principe de la systémie. Et oui, ma passion dans la vie, la systémie. J'adore ça, c'est tellement précieux la systémie. Mais c'est fabuleux parce que la systémie, c'est comprendre que on fait partie d'un système, hein, comme son nom l'indique, et que moi j'ai plein de nanas qui viennent me voir en disant oui, mais je voudrais qu'il change, je voudrais qu'il change. Oui, on aimerait tous que les autres changent, ou que l'autre comprenne ce qu'on dit, ou que l'autre fonctionne comme on voudrait. Mais dans ces cas-là, il faut vivre tout seul, tu vois, ou alors il faut imposer à l'autre une espèce de dictature. Mais en revanche, là où c'est passionnant, c'est de se dire si moi je change ne serait-ce qu'un petit millimètre dans ma façon de fonctionner, l'autre va changer, l'autre va bouger. Parce que Oui, ça bouge toutes les lignes. Moi, je le dis beaucoup aux parents pour leurs enfants quand ils se battent pour des trucs qui n'ont pas de sens. Je leur dis, mais arrêtez ça et il va forcément bouger et continuer à crier, ça changera rien en fait. Et le principe de la systémie, c'est fabuleux, c'est de se dire, en fait, j'ai pas de prise sur l'autre, mais c'est pas grave, parce que j'en ai sur moi. Et si j'en ai sur moi, j'en ai sur l'autre, puisqu'à partir du moment où moi je change un mode de fonctionnement, je fais bouger l'autre dans son fonctionnement aussi. ouais, ce qui est très perturbant d'ailleurs, parce que des fois, on bouge et puis l'autre n'est pas forcément prêt, donc c'est un peu difficile. Puis très bizarrement, le temps passe et puis on se rend compte qu'au niveau familial, les choses se sont remises en place et limite on a des meilleures relations qu'auparavant alors que c'est passé par un gros bang. C'est très spécial hein, à Oui, vivre. oui. Et c'est la base de la société aussi. C'est-à-dire que quand une personne, on le voit en ce moment, quand un système se met à bouger, ça fait bouger tout le système. Ouais, on est tous liés les uns aux autres. Hein. Et C'est oui, hyper important de le savoir, d'où l'importance aussi de travailler sur soi, d'avoir de bonnes énergies et de savoir qui l'on est. Alors on revient hein, au jour où tu as découvert que tu étais au potentiel. Tu avais hyper mal au ventre, tu pouvais pas y croire parce que tu te pensais débile en plus. C'est ça, oui. c'est ça le pire.
Oui, oui, puis le psy qui m'a testé m'a dit, quand je lui ai dit, bah ok, super, j'en fais quoi? Il m'a dit, bah vous avez une super bonne mémoire. Je dis, bah oui, bah ça va pas bien changer grand-chose à ma vie de savoir ça maintenant. Mais je Oui. m'en étais déjà rendu compte puisque je retiens des trucs qui n'ont pas de sens. Mais je dis, mais ça veut dire quoi être HP en fait? Donc voilà, donc il m'a pas apporté trop d'infos sur le truc. Et du coup, oui, j'ai été malade pendant 10 jours. Je me suis dit, mais enfin, en fait, j'ai re-questionné, j'avais 35 ans déjà à l'époque, donc j'ai re-questionné toute ma vie à l'aune de cette annonce, en fait. Je me suis dit, mais donc en fait, je suis passée à côté de ma vie, quoi. Alors que pas du tout, en fait, pas du Non, tout. mais non, tu l'as juste vécu sans comprendre pourquoi certains points étaient si différents, pourquoi tu te C'est ça, sentais en décalage, etc. C'est juste que ça t'a permis de t'aligner avec qui tu étais, ce qui a fait c'est que ça. bah, maintenant tu accompagnes les hauts potentiels, donc c'est génial, ça a plein de Oui. sens pour toi. Et d'ailleurs, tu définis super bien l'accompagnement, j'aimerais le lire, parce que je trouve que des fois, même les amis qui veulent nous conseiller, etc., ils sont pas forcément dans cette intelligence-là. Or, l'accompagnement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est, tu le dis, l'intelligence du cœur, l'écoute vraie, l'accompagnement juste. C'est être là pour l'autre, avec l'autre, et surtout, lui laisser le temps de découvrir avec ses propres yeux, de découvrir avec son mental et son cœur, et surtout de ressentir avec son corps. C'est lui laisser le temps de prendre le temps sans le forcer ou lui imposer quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça, c'est le secret d'un bon accompagnement. Je pense aussi, mais tu vois, ça rejoint un peu, je faisais un post Insta ce matin sur la différence entre le technicien et le pédagogue, et je pense que on a tendance par peur quand moi je recrutais, quand j'avais mon école de danse, c'est que je recrutais des profs. Je me rendais compte qu'ils étaient de super bons techniciens, ils étaient de super bons danseurs, et ça, c'était pas négociable en fait, c'était factuel. En revanche, c'était des mauvais pédagogues en fait, parce que ils voulaient donner toute leur technique, tout ce qu'ils savaient, ils voulaient montrer tout ce qu'ils savaient et le donner à l'autre qui n'avait jamais mis un pied devant l'autre et du coup qui pouvait pas y arriver, c'était impossible. Donc, au lieu de les motiver, de les booster, bah, c'était un peu se dire bah, j'y arriverai jamais et tu es en train de me confirmer que je ne vais pas y arriver. Et je me suis rendu compte qu'en fait dans l'accompagnement c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a plein de techniciens de l'accompagnement qui te balancent des concepts, des idées qui sont super bons avec la technique et qui balancent ça à des gens qui finalement sont plus perdus qu'autre chose. Alors il y avait l'expérience sur un exercice de méditation très long, très compliqué où finalement bah, la personne en face elle dit mais moi en fait j'y arriverai jamais donc c'est pas la peine que j'essaie. Et je disais mais en fait accompagner c'est être un bon pédagogue, c'est être capable de dire bon bah ok, moi je sais cet exercice très long, très compliqué, très technique, mais je vais être capable de me mettre à ton niveau et de te donner envie. Et pour te donner envie, et ben sur cet exercice très long, je vais garder allez 5 secondes, je vais t'expliquer juste comment respirer. Mais pour faire ça, il faut avoir aussi pris beaucoup de recul par rapport à son ego et se dire bah c'est pas grave en fait si je donne que ça, je donne pas rien Non. et j'ai pas besoin de montrer tout ce que je sais parce que ce qui m'importe c'est que l'autre fasse un pas pour après pouvoir lui donner autre chose et de me mettre au moment où il en est lui, au moment Oui. où lui est capable d'entendre, où il est capable de comprendre, et de savoir comment lui peut comprendre et entendre, et d'adapter mon discours en fonction de ce qu'il est capable de comprendre et d'entendre au moment où je suis avec lui. Parce que là, je vais faire cette transformation-là, et là, on va pouvoir avancer. Pour les personnes qui justement se sentiraient un petit peu différentes, qui ne trouveraient pas leur voix à cause de ça, parce qu'elles pensent que c'est une faiblesse, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui nous regardent? Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas de voie à trouver, il y a plusieurs voies à trouver. Et d'abord de se dire, oh là là, mais moi j'ai pas trouvé ma passion, j'ai pas trouvé ma voie, j'ai pas trouvé. Ben, c'est pas grave en fait, parce que tu as toute la vie, au moins celle-là, peut-être même la prochaine. Moi je crois fondamentalement à la prochaine. Donc prends ton temps en fait, même si c'est à 60 ans, eh ben c'est bien. Parce que tout ce que tu as vécu jusque-là, c'est déjà ta voie, en fait. Il n'y a pas une voie prédéfinie, un endroit où quelqu'un va te dire, hop, ça y est, tu as trouvé ta voie, tu peux y aller. Mais non, en fait, ta voie, c'est la vie que tu mènes depuis que tu es né. Et c'est les missions que tu vas accomplir. Alors, dans les missions, le mot est peut-être un peu large, mais de se dire, bah, ma voie aujourd'hui, c'est de faire ça. Ma voie demain, c'est de faire autre chose. Et puis, c'est le chemin de ma vie, en fait. Il n'y a pas le résultat, on le connaît tous, il sera le même pour tout le monde, de toute façon. Donc, la voie, c'est celle qu'on mène tous les jours. Et elle est forcément bonne, elle est forcément juste, puisqu'elle est là. Et la bonne nouvelle, c'est que cette voie-là, on peut en permanence, quand ça ne nous convient pas, la changer. Ça, c'est vraiment le chemin de l'ikigai, c'est vraiment de se dire, bah,
Je vais aller regarder où j'en suis là, maintenant, me connaître suffisamment pour me dire est-ce que je suis sur la bonne voie? Une C'est de ça. mes bonnes voies. Ou bien est-ce Ouais. que je dois faire un petit pas quelque part pour y revenir? Est-ce que je dois mettre plus de limites? Est-ce que je dois écouter davantage mes besoins? Est-ce que je dois contribuer au monde d'une autre façon? Et comment? Mais ma voix, elle est forcément bonne. C'est juste de me connaître davantage. C'est ça, en fait, la question de la voix, je pense. Ouais. Et pour terminer, c'est est-ce que j'ose avoir l'audace d'être libre? Carrément. C'est quoi l'audace d'être libre si on doit terminer et clôturer en termes de conseils? L'audace d'être libre, c'est de se dire, bah, il y a des gens qui me diront que ce que je fais, c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que je devrais faire autrement, que je vais pas y arriver, que je vais y arriver, que je devrais faire ça plutôt que ça. Et l'audace d'être libre, c'est de se dire, bah, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire en respectant aussi les avis des autres, mais je mène la vie que j'ai envie de mener. Et ça n'enlève rien à personne. Non seulement ça n'enlève rien à personne, mais en plus, ça me permet de rayonner sur le monde pour dire aux gens, Ouais. bah, en fait, tu vois, que si tu fais ce que tu as envie d'être libre, si tu as l'audace d'être libre, eh ben ça marche quand même en fait. Voilà, Ça je marche pense. même mieux, non? Ouais, je trouve. Mais bon, Est-ce que ça marche pas mieux depuis que finalement tu t'assumes tel que tu es, carrément. avec tes besoins, tes limites? Carrément. Carrément. Ouais. Mais c'est sûr parce qu'on est forcément plus léger, plus légère et, euh, et on concentre notre attention sur ce qu'on apporte au monde et plus sur le fait de et si j'y arrivais pas et si on m'aimait Ouais. pas et si on me croyait pas et si c'était pas juste. On peut pas, on n'a pas de prise sur tout. On peut pas tout contrôler. Donc se dire bon bah ok, il y a des gens qui vont m'aimer, d'autres qui pourront pas me supporter, c'est pas grave en fait, ça changera rien à l'humanité. L'essentiel c'est que moi j'aille bien. Ouais, je conclurai en disant que bah, peut-être l'audace d'être libre, c'est se concentrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Et des fois, avoir des forces là où on pense avoir des faiblesses. Et puis c'est aussi de se dire, parce que chez les neuroatypiques, chez les HP, on a aussi souvent ce besoin d'équilibre et on confond l'équilibre avec le fait de savoir gérer ses émotions, d'être forte. Et on se dit l'équilibre c'est ça, c'est quand je ne serai que force, quand je saurai gérer mes émotions, quand je ne serai plus ça, quand je ne serai plus ça. Or pour moi l'équilibre c'est d'avoir des forces et aussi d'avoir des faiblesses et d'avoir l'humilité de se dire bah, je suis vulnérable, c'est normal d'être triste, c'est normal Ouais. d'être en colère, c'est pas grave en fait, ça fait partie du jeu. Sinon, Ouais. tu vois, Moi, il y a aussi des fois, il y a des trucs où j'avais très honte. Des fois, moi, je suis en décalage total. Je suis vraiment. J'ai un ami qui me disait, t'es un peu à côté de l'arbre. Et en fait, avant, j'avais honte de ça, tu vois. Et en fait, maintenant, j'en rigole, tu vois. Tu sais, des fois, on va me dire, t'es Evangélie. Bah, ouais, en fait, et je vais en jouer. Et en fait, c'est aussi être à l'aise avec ce qui pourrait être vu comme quelque chose de pas bien, pas dans la norme. Et être OK avec ça. Et en fait, plus on est OK avec tout ce qui est imparfait et mieux on se porte. Et finalement, notre relationnel est plus positif quand on est mais OK oui, avec qui on est, effectivement, dans nos parts d'ombre et de lumière, quoi. tout à fait, parce qu'on se dit bah voilà, en fait, je suis ça, j'ai rien de plus que ça. C'est Ça te ça. va, c'est génial, ça te va pas, bah c'est pas grave en fait, C'est tu vois, pas il y a plein grave, OK. d'êtres Il y humains. en a pour tous les goûts, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Merci Ludivine. N'hésitez pas, donc son livre est disponible. Je vous mets le lien là dans la bio. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à suivre Ludivine qui fait des tests. Tu fais du coup passer les tests, hein, il me semble. Ouais, je fais pas mal de Ouais. bilans et beaucoup d'accompagnement Ikigai pour les pros, pour les jeunes entrepreneurs qui n'osent pas, qui ont besoin de dépasser leurs peurs, qui ont besoin d'avoir l'audace d'être libre. C'est ça, avec l'ikigai, hein, c'est ça, tu disais. Hein. Oui, avec l'Ikigai, Tu peux le j'accompagne. définir pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est quand même Alors, la l'ikigai, base. c'est une super philosophie qui va nous permettre effectivement d'aller poser nos limites, d'aller regarder ce qui nous dépasse, ce qu'on n'aime pas et qui on est, mais de manière pas sur le plan compétence, c'est-à-dire pas par tout ce que j'ai appris, toutes les écoles que j'ai faites, par tout ce que j'ai accumulé, mais d'une manière beaucoup plus intrinsèque et intérieure sur ce que je suis justement en dehors de toutes mes compétences, dans ce qu'on va appeler les talents, hein, qu'est-ce que je suis capable d'apporter au monde. Alors moi je prends toujours le même exemple parce que les talents ça paraît toujours un peu bizarre et moi je dis toujours bah, par exemple moi un de mes talents c'est de choisir des cadeaux pour les gens de manière assez spontanée et assez facile. Donc les talents c'est les raisons pour lesquelles on vous appelle, les amis vous appellent pour vous dire est-ce que tu peux organiser un anniversaire, est-ce que tu peux voilà. On pense que c'est normal, ben non, tout le monde n'est pas capable de faire ça.
Donc, c'est d'aller regarder d'abord par nos talents pour se dire ben, qu'est-ce que j'en fais de ces talents et comment, entre mes talents, ce qui est intérieur à moi, mes compétences, ce que j'ai appris et la façon dont j'ai envie de construire ma vie, donc mes limites, mes besoins, je peux contribuer au monde, apporter ma contribution en étant payé, si possible, et puis d'une manière, enfin, pas forcément payée, d'une autre. Donc, l'ikigai, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Et c'est hyper intéressant, hyper riche. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Merci C'est pas un Ludivine. bilan de compétences. Merci à Comment? toi. Je dis ce qui n'est pas un bilan de compétences. Ouais, non, non, ça n'a rien à voir. J'ai fait un bilan de compétences, je fais ça 13 ans de milieu, personnellement. C'est bien mieux l'ikigai. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Rendez-vous tous les mercredis à 20h pour plein d'épisodes en quête de sens. Ciao!